Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. La famille de feu Abdoulaye Baldé, ce Sénégalais tué en Libye, envisage une plainte contre l'État sénégalais et lui reproche, dit-elle, son attitude laxiste dans cette affaire. Vous entendrez le porte-parole de la famille Baldé dans ce journal. L'Association des handicapés du Sénégal a battu le macadam de la place de la Nation au rond-point RTS. Ils réclament le recrutement au sein de la fonction publique en application des 15% du quota de recrutement qui leur sont dédiés, non sans interpeller le président Sall. Lever des restrictions dans les transports, les places debout autorisées à nouveau, une mesure salutaire pour les professionnels du secteur mais redoutée par les voyageurs. Enfin, la pandémie ne lâche pas les baskets au commerce de chaussures de sport. Un réel manque à gagner pour les commerçants qui, malgré tout, gardent espoir. Nous ferons un tour au marché Dior des Parcelles Assainies avec notre reporter Alassane Nia. Tout de suite, le développement. Soyez les bienvenus. Affaire Abdoulaye Baldé, ce Sénégalais tué en Libye. Sa famille menace de porter plainte contre l'État sénégalais. Elle dénonce selon ses termes le mutisme du ministre Amadou Ba, de Moïse Sarr, le secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur. Selon la famille Baldé, les autorités diplomatiques sénégalaises n'ont pas levé le petit doigt. Écoutons Bambé Boiré, le porte-parole de la famille de Abdoulaye Baldé. Il est au micro de Boubacar Dia. La famille d'Abdoulaye Baldé menace de porter une plainte contre Moïse Sarr, le secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur, et monsieur le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba et l'État du Sénégal. Voilà. Par silence de l'État, la famille accuse l'État qui ne réagit pas et qui n'assiste pas à la famille, alors que c'est un jeune Sénégalais qui a été tué dans ses services et qu'il devrait y avoir une indemnisation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre a pris son téléphone et m'appelé pour présenter ses condoléances? Il n'y a personne. Ni aucun membre de l'État aussi qui a pu intervenir dans cette affaire. Ni un ambassadeur. Personne d'autre. C'est ce qui nous fait mal, qui nous pousse à porter plainte contre Moïse Sarr et M. Amadou Ba et l'État du Sénégal. Je reviens sur l'attitude des autorités coldois. Donc, je vais citer au premier, monsieur le maire de la ville de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé. Mambo Diao, direction générale des impôts et domaines. Moussa Baldé, ministre de l'agriculture et des équipements durables. Alpha Bokar Baldé, de la Soudagri. Fabou Ligaï de Kolda. Le préfet de Kolda et le maire commune de Guerrero Bokar, Boubacar Seydi. Il n'y a personne entre eux qui a pu intervenir dans cette affaire. Et pourtant, c'est des Koldois. Ils sont nés à Kolda. On a tué un Sénégalais, fils du Sénégal, mais il est Koldois. Mais pourquoi pas ne pas en parler? Vous devriez en parler. Manifestation de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal, une marche de la place de la Nation au rond-point RTS. L'association avait fait une déclaration devant le ministère de la fonction publique ce 14 septembre. Ces personnes vivant avec un handicap réclament le recrutement dans la fonction publique. Ils demandent au président Macky Sall d'appliquer les 15% du quota de recrutement dans la fonction publique dédiée aux personnes vivant avec un handicap, compte rendu Boubacar. Ils en ont marre du chômage à cause de leur physique et pourtant, parmi eux, il y a des banquiers, journalistes, entre autres, qui ont des masters dans différents domaines. Joseph Demba Senghor, secrétaire général des handicapés diplômés du Sénégal. Parmi les diplômés, il y en a qui ont bac plus 4 et plus. Voilà, et qui sont au chômage. Et ils vivent dans une situation précaire. Et ici au Sénégal, moi je pense que nous sommes comme tous les autres citoyens sénégalais. Nous avons droit au travail, nous avons droit à une vie décente, à une vie digne. Et c'est pour cela que nos parents se sont battus pour nous mettre à l'école, avec tout ce que ça comporte. Ces handicapés diplômés chômeurs demandent au président Macky Sall de respecter le quota de 15% dans le recrutement
dans la fonction publique. On peut être diplômé, mais sans profil professionnel. Mais quand on a un profil professionnel, on est en droit de réclamer du travail parce qu'on a pris la peine de faire ce qu'il faut pour mériter au moins un minimum d'attention. À ce chômage technique s'ajoute la cherté des appareils, indispensable à la mobilité des personnes vivant avec un handicap physique. Joseph Demba Senghor. Vous savez comment ça se passe dans les familles sénégalaises. C'est des familles démunies la plupart du temps, les familles des personnes handicapées. L'appareillage, pour ceux qui en ont besoin, ça coûte une fortune aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir une paire d'appareils à moins de 140 000 francs. Des chaussures orthopédiques à 200 000 francs. Si vous allez au Sénat, c'est le tarif. Aujourd'hui, ces embouts-là, les petites choses que vous voyez au bout des cannes, ça coûte 2 000 francs la paire. Ces membres de l'association des handicapés diplômés du Sénégal ont manifesté de la place de la Nation au rond-point RTS, un long trajet, symbole de leur périlleuse lutte pour l'accès au monde du travail. Ces handicapés diplômés chômeurs demandent au chef de l'État de matérialiser le recrutement dans la fonction publique conformément à la loi d'orientation sociale. Quelle stratégie nationale de lutte contre la corruption? Le chargé de stratégie et prospective du Forum civil estime qu'il est temps de construire une volonté politique. Abdoul Maliki Bousso demande aux autorités étatiques de mettre en place des mécanismes forts pour faire face à la corruption. Abdoul Maliki Bousso est interrogé par Adam Assar. Lorsqu'on créait l'OFNAC en 2012, c'était une demande populaire très forte. Au vu de la gouvernance du pays, de la décennie qui a précédé. Et cette demande-là a trouvé sa manifestation par la mise en œuvre, la mise en place de l'OFNAC. La traque contre les biens supposés mal acquis, la récupération de la CRI, la réforme de la Cour des comptes, ça a permis au Sénégal d'améliorer sensiblement sa posture dans l'indice de perception de la corruption que TI met en œuvre. Mais depuis que tout cela s'est arrêté, on a senti l'érosion de la volonté politique de lutter effectivement contre la corruption. Le pays stagne. Et donc cette stratégie-là est un des mécanismes. Le reste, c'est d'abord reconstruire une volonté politique forte, adossée à l'indépendance réelle de l'organe qu'est l'OFNAC et l'implication effective des parties prenantes dans cette lutte-là et la formation des citoyens. Parlant de la gestion des ressources publiques, l'OFNAC va jouer pleinement son rôle, avertit le conseiller technique en communication de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Mamadou Kassé précise que la démarche de l'OFNAC est à encourager. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Adam Assar. La lutte contre la Covid-19 est très importante au Sénégal. C'est pour cela que le président de la République avait introduit un projet au niveau de l'Assemblée pour que cette lutte contre la corruption soit diligentée. Et c'est cette façon de diligenter la lutte contre la corruption qui fait qu'aujourd'hui, certains citoyens ont des appréhensions sur les ressources utilisées. Effectivement, aujourd'hui, nous avons une disposition exceptionnelle qui veut que les appels d'offres ne soient pas donc rigoureusement appliqués, parce qu'il s'agit justement de diligenter certaines activités sur le terrain. Nous sommes dans l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, effectivement, il faut donner la liberté, ou en tout cas, il faut permettre à certaines structures de pouvoir dépenser des ressources pour avoir une plus grande efficacité, en tout cas dans les résultats qui sont attendus. C'est pour cela que l'OFNAC a, par la suite, effectivement, voulu entendre un certain nombre de personnes par rapport à ça. C'est normal. C'est normal que quand on utilise les ressources publiques, qu'on puisse s'en expliquer, qu'on puisse dire comment on a géré ces ressources publiques-là. Donc, il n'y a pas de fétichisme de démarche, mais il reste entendu que l'OFNAC va jouer son rôle, comme par le passé, pour voir effectivement comment les ressources publiques ont été utilisées et comment il faut les apprécier, comment il faut apprécier leur utilisation.
Coronavirus à présent, ce vendredi, 27 tests sont revenus positifs sur un total de 1154. Un décès enregistré, ce qui élève le nombre de victimes à 301 depuis le début de la pandémie. 128 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont en service de réanimation. Et des tests Covid gratuits pour les bacheliers boursiers de l'État du Sénégal en partance pour l'étranger. À travers ce geste, l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation a voulu encourager les étudiants et soutenir les parents. Le professeur Souleymane Boub, directeur de l'IRSF, invite les futurs cadres du Sénégal à un retour au bercail pour participer au développement du pays au terme de leur formation. Reportage Babacar Seck. Les élèves boursiers de l'État du Sénégal qui doivent poursuivre leurs études à l'étranger ont bénéficié de tests Covid gratuits de la part de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Aujourd'hui, on est venu faire le test du Covid-19 à l'IRSF de Diamniadio, vu qu'on a eu le bac haut la main avec la mention très bien et nous allons a priori partir ce samedi. Et avant de partir, il va falloir faire le test. C'est ce qui nous a amené ici aujourd'hui. L'accueil est chaleureux vu que déjà les mesures barrières ont été respectées. Je leur remercie pour ça parce que préparer les voyages et tout, c'est un peu difficile. Donc 40 000 de moyens. C'est une façon d'encourager les élèves à persévérer et de soutenir l'État et les parents. De ce geste, c'est vraiment un symbole. C'est d'avoir des jeunes élèves qui sont au début d'une carrière qui est fondamentale, d'abord de les amener ici à l'IRSF pour de visu voir ce qui a été fait au Sénégal et cette capacité qu'on a comparable à ce qu'on peut voir dans des pays les plus développés. Et c'est déjà, je crois, qu'un message très fort à leur endroit pour leur dire qu'il y a quand même des institutions internationalement reconnues au Sénégal. Le professeur Boub a incité les boursiers à rentrer à l'issue de leur formation pour participer au développement du pays. S'épanouir au Sénégal dans le cadre de sa profession, que tout n'est pas qu'à l'extérieur, mais qu'on peut aller faire des études de très grande capacité et aussi revenir pour s'investir et participer au développement. Je crois que nous tous, nous sommes... Les autres voyageurs peuvent faire leur test Covid à l'IRSF et connaître leur statut sous 24 heures. Parlons transport avec les membres du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal qui ont tenu un point de presse à leur siège aujourd'hui. Ils dénoncent une mauvaise gestion de leur secteur par la tutelle et invitent par ailleurs les usagers à plus de prudence, surtout en cette veille de Magal, compte rendu à la Sagnan. Les membres du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal dénoncent la mauvaise gestion, selon leurs termes, de leur secteur. Revas incrime le ministre de tutelle. Les contraintes ont longtemps duré dans le secteur de l'artisanat automobile. On n'a jamais déguerpi un menuisier, on n'a jamais déguerpi un soudeur métallique. Le secteur que l'on déguerpisse de plus en plus et jusqu'à présent ça n'arrêtera jamais, c'est le secteur de l'automobile. Vous savez qu'il y a le ministre chargé du cadre de vie qui le soir ou bien au coucher des nobles citoyens ramassent les véhicules dans les garages pour les amener à Diamniadio, dans un site qui a été destiné uniquement pour ce même secteur, où le président de la République a dit avoir investi 5 milliards pour le recasement des ouvriers automobiles. Mais si aujourd'hui vous voyez que ce ministre-là maintenant veut s'en servir de, je ne sais pas comment on le dit, de dépotoir, et là je dis que c'est vraiment malheureux, c'est pas ce que nous attendions quand même du ministre de la République. Le Revas déclare avoir reçu un lot de matériel estimé à 50 millions de francs CFA de la part de bonne volonté. Ministre de l'Artisanat. Le ministre de l'Artisanat et le directeur de l'apprentissage nous a remis 15 machines de haute technologie. Ce don arrive à son heure. Nous sommes à quelques semaines du Grand Magal de Touba et nous, Revas, nous jouons un rôle important. La valeur est estimée à 50 millions de francs CFA. 50 millions. Wow. Les mécaniciens invitent par ailleurs les usagers de la route à la prudence, surtout en cette période de la préparation du Grand Magal de Touba. La sécurité avant tout.
Nous demandons aux chauffeurs de rouler doucement. S'ils trouvent maintenant le sommeil en cours de route, nous les invitons à garer les véhicules. S'ils ont des problèmes techniques, le Revas national est toujours là et sera toujours là à leur disponibilité pour les assister, pour les aider et pour réparer aussi leur panne gratuitement. Il ne faut pas qu'ils pensent que le Revas national est financé par l'État du Sénégal. On n'a jamais été financé par l'État du Sénégal pour réparer ces véhicules. C'est juste une option citoyenne. Et ces gens que vous voyez ici, toujours dans les transports, le nombre des passagers dans les bus était limité aux places assises pour freiner la propagation du coronavirus. Récemment, le ministère des Transports a autorisé à nouveau les transporteurs à embarquer des passagers debout, une mesure saluée par les professionnels du secteur, mais certains voyageurs émettent des réserves. Un reportage de Ndeye Nancy Diouf. Gare routière Lat Dior de Sandaga, les passagers entrent en masse dans les bus. La levée des restrictions se matérialise déjà pour le grand bonheur des chauffeurs. C'est une très bonne nouvelle car tout ce que l'on gagnait, on l'utilisait pour acheter du gasoil. Maintenant, les choses sont revenues à la normale, on va sûrement s'en sortir. Depuis le début de la pandémie, les chauffeurs percevaient la moitié de leur salaire à cause de la limitation des passagers. Mais avec le retour à la normale, ils attendent un versement intégral. Les chauffeurs percevaient la moitié de leur salaire à cause de la limitation des places. Mais maintenant, je pense bien que les transporteurs vont faire un effort et payer les salaires en intégralité. De l'avis des clients, comme cette dame, c'est une sage décision de l'État puisque la demande est supérieure à l'offre. En tant qu'usager du service public de transport, je pense que c'est une bonne mesure, dans la mesure où les gens avaient des difficultés pour se déplacer. Les gens doivent aller au boulot, les gens doivent vaquer à leurs préoccupations. Donc s'il y a un problème de bus, ça c'est un problème pour les populations. Le fait qu'on ait allégé les mesures est une très très bonne mesure, même si sur le plan sanitaire, ces mesures peuvent être entre parenthèses dangereuses, mais je dis qu'il faut, dans toute chose, il faut poser le pour et le contre. Ce jeune homme est catégorique. Pour lui, c'est une grossière erreur de vouloir retourner à la normale dans les bus tout en sachant que la maladie est toujours présente. Par rapport au nombre de passagers qui doivent emprunter les transports en commun, les nombres de passagers sont supérieurs à la demande. C'est-à-dire que les passagers ne vont pas se contenir dans les bus. Effectivement, c'est une compréhension. Je comprends un peu la solution de l'État, mais c'est une solution un peu trop facile et trop risquée selon moi, puisque, encore une fois, les gens ils sont entassés dans les bus. Et qui dit entassement dit risque de contagion, puisqu'il y a des contacts, il y a des postillons qui sont libérés à l'air libre, ainsi de suite. Donc, c'est des risques qu'il faut ne pas prendre et essayer de les cantonner et de réduire parfaitement les risques-là. Parce que là, si on va dans une autre vague de contagion et de transmission, l'État peut-être que ne sera pas armé pour faire face à cela. Le ministre des Transports autorise désormais à nouveau les places debout. Un nouvel assouplissement salué par les professionnels du secteur. Mais la surcharge inquiète certains usagers. Nancy Diouf, les vendeurs de chaussures de sport ne sont pas non plus épargnés par la pandémie de coronavirus. Leur chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous, mais ces commerçants gardent espoir. Illustration dans ce reportage de Alal Sagna au marché Dior des Parcelles Assainies. L'interdiction d'activités sportives dans les lieux publics pour limiter la propagation de la Covid-19 n'a pas affecté que les sportifs. Les vendeurs de chaussures de sport en sont aussi des victimes, comme l'indique ceux du marché Dior des Parcelles Assainies. C'est difficile par rapport à l'avant-pandémie, mais nous remercions le bon Dieu car c'est très difficile. Mais tout cela sont les épreuves de la vie. La pandémie ne doit pas être un obstacle pour un sportif. Il suffit juste de respecter les consignes sanitaires car le sport est important pour la santé.
Non, pas vraiment. Avec le corona, les sportifs ont changé de système de faire leur sport. Mais cela n'a rien changé, juste qu'ils ne fréquentent plus les lieux publics car c'est difficile d'abandonner le sport pour les adeptes. Le coronavirus a chamboulé tous les secteurs, en particulier celui de l'économie. Les commerçants du marché des parties sollicitent l'aide des personnes de bonne volonté et celle de l'État en particulier pour faire face à la situation. Ismaïla Sarr, l'attaquant sénégalais de Watford relégué en division 2 anglaise, est dans le viseur de deux cadors de la Premier League. Liverpool et Manchester United relèvent les médias anglais. Âgé de 22 ans, Sarr, auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs, est dans les petits papiers des Reds qui cherchaient une doublure à son compatriote Sadio Mané, informe le journal anglais Daily Mail. La FIFA a adopté aujourd'hui des amendements à ses règlements sur la nationalité sportive, permettant une plus grande souplesse aux footballeurs disposant de plusieurs nationalités. En vertu de ces amendements examinés lors du 70e congrès de l'organisation, un joueur qui a déjà joué dans une sélection A peut changer de nationalité. Ce changement peut se faire sur la base de critères définis par la FIFA. Le footballeur doit avoir débuté sa carrière avant l'âge de 21 ans. Il doit avoir joué au maximum 3 matchs avec l'équipe nationale A, ne doit pas avoir participé à la phase finale d'un grand tournoi, ni avoir été appelé dans sa première sélection depuis au moins 3 ans. Et notre portrait du jour s'intéresse à Aliou Kandé qui vient de décrocher son baccalauréat en sa qualité de candidat libre. Il est pompiste dans une station de service depuis août 2019. Le nouveau bachelier avait été contraint de quitter les bancs faute de moyens, mais Kandé n'a jamais renoncé à l'ambition de décrocher ce diplôme qui lui ouvre désormais les portes des études universitaires. Aliou est originaire de Sébi-Caranto dans la commune de Takanto. Scal rencontre avec Seydou Diata. Aliou Kandé, âgé de 20 ans, travaille dans cette station de service en qualité de pompiste. Il a été recruté il y a un peu plus d'un an lorsqu'il a été contraint de quitter les bancs de l'école, faute de moyens financiers. Mon grand frère avait en charge mes études pendant 3 ans. La 4e année, il est malade. J'étais bouleversé parce qu'il ne pouvait plus payer mes études. Mais Dieu avait ses plans. C'est ça qui m'a poussé d'aller être un pompiste, en même temps déposer la candidature libre. Aliou va peut-être abandonner ce boulot de circonstance à la rentrée prochaine, car il vient juste de décrocher le bac au prix de la persévérance et du sacrifice. J'étais candidat libre. Je souhaite suivre mes études universitaires pour devenir un professeur et servir mon pays. Aliou n'avait pas d'encadreur ni de répétiteur, mais la richesse de l'Internet qu'il a exploité lui a été d'un grand apport. Je travaille dans cette station comme pompiste. Si je descends, je révise mes leçons. Des fois même, je passe ici la nuit à la station. Après la descente, je révise mes leçons. En rentrant à la maison, je me repose ensuite à la nuit et je reprends les révisions. Aussi, faisais des recherches sur Internet. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de mes leçons. J'invite les jeunes à bien utiliser l'Internet parce que ça aide beaucoup. Le jeune bachelier se dit plus que jamais convaincu que tant qu'il y a le courage et la volonté, toute initiative entreprise reste couronnée de succès.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45 pour une autre édition. Ce soir, vous avez droit à de la musique et beaucoup d'acoustique avec Yoro Ndiaye dans It's Friday en compagnie de DJ Booba. En attendant la suite de la totale, bloc d'information avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir.